Madame, s'il vous plaît, je vais enregistrer. C'est lequel? Oui. Non. Merci. Merci. Voilà, c'est bon. Je te demande si j'avais un souci. Merci à tous de votre présence. Je voudrais commencer par les remerciements d'usage, même si le doyen est parti. Le remercier lui pour ce qu'il a dit. Dire que je me situe bien évidemment aussi dans le sillage de cet hommage rendu à nos chers disparus, à ceux qui ont peuplé cette université, qui ont apporté aussi la réflexion à la politique et au mouvement, à l'évolution socio-politique de notre pays. J'aimerais également remercier tous les étudiants, les collègues qui sont là, dire tout particulièrement à notre directeur de département combien je suis d'accord avec ce qui a été dit par Sijamil, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est vraiment, on a de la chance au 9 avril d'avoir un directeur de département aussi investi, aussi présent et aussi attentif aux demandes des uns et des autres. Il se démultiplie et vraiment je tiens à le remercier particulièrement, en mon nom en tout cas, très sincèrement et très chaleureusement. J'aimerais également dire aussi à mes collègues co-organisateurs du colloque que je leur dois beaucoup, puisque moi je suis dans le comité scientifique mais je n'ai rien fichu, à part rédiger ma communication, donc leur dire que je les remercie de leur investissement et tout particulièrement dire à Asma Gazmir, je ne sais pas si elle est là, elle est là, à quel point je compatis à ce qu'elle a ressenti ces derniers temps à la suite de la disparition de son père, et je voudrais lui dire toute mon amitié et toute ma compassion. Je tenais à le faire. Je tiens également, avant de commencer mon propos, à remercier ma professeure, professeure Hedia Hadal, qui est là aujourd'hui parmi nous, qui nous honore de sa présence. Je voudrais lui dire combien elle a été un exemple pour nous, elle qui a investi un spectre de recherche très large, qui va du XVIIIe siècle jusqu'au XXIe, qui traverse les Lumières, tout en reconsidérant ce qui se passe du côté de l'Orient. Et je pense que s'il y a eu un travail qui a été fait pionnier sur, je dirais, la remise en orbite des femmes par rapport à l'histoire, c'est elle qui l'a initié. Je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que c'est une honte que je parle avant elle, mais que c'est sa parole qui nous précède. Voilà. Et merci, madame, d'être là. Alors, mon propos aujourd'hui, une fiction féministe dans l'histoire, peut-être que féministe, vous ne serez pas tellement d'accord, parce que vous allez voir, c'est qu'on peut, évidemment, les termes de ma réflexion sont à discuter, heureusement d'ailleurs, tout est à discuter, comme disait tout à l'heure Ennis. Une fiction féministe dans l'histoire, Elissa la Reine Vagabonde, qui est un roman de Fawzi Meller que tout le monde connaît, datant de 88, que je vais essayer de parcourir avec vous pour en problématiser, je dirais, la teneur. C'est le but, l'enjeu de mon propos, et je vous remercie de me suivre si le PowerPoint marche. Alors, je voulais mettre les deux épigraphes que j'avais choisi de mettre en... Pourquoi ça marche pas? Ah, miracle. Alors, une première citation qui ouvre la communication, c'est une citation extraite du chapitre « Le masculin futur du rire de la Méduse », qui est le manifeste du féminisme d'Hélène Cixous, début des années 70. Il y a des exceptions, il y en a toujours eu, ce sont ces êtres incertains, poétiques, hommes ou femmes, êtres complexes, mobiles, ouverts. D'admettre la composante de l'autre sexe les rend à la fois beaucoup plus riches, plusieurs, forts, et dans la mesure de cette mobilité, très fragile. On n'invente qu'à cette condition. Il n'est pas d'invention possible, qu'elle soit philosophique ou poétique, sans qu'en le sujet inventeur il y ait en abondance de l'autre, du divers. La deuxième citation, elle est extraite de Fawzi Meller, du roman qui est l'objet de notre réflexion. La course des navigateurs n'est jamais qu'une lente traversée d'eux-mêmes. Alors, en réfléchissant à l'intitulé de cette communication, au départ, je me suis retenue de proposer un titre qui serait comme une transposition du titre de... comment il s'appelle, Youssef Sedir, « Nous n'avons jamais lu le Coran ».
ce qui aurait donné, nous n'avons jamais lu Élissa la reine vagabonde. Et c'est pas du tout immodeste ce que je dis, c'est la première personne à laquelle j'adresse cette transposition, c'est moi, anachroniquement, puisque quand j'ai commencé à travailler sur ce roman il y a 7 ans pour le bouquin que j'ai fait avec Adel Khadab, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais lu en réalité comme il fallait, entre guillemets, même s'il ne faut pas lire dans un certain sens, mais disons que j'ai découvert tout à fait autre chose. Alors ce constat est paradoxal au regard du fait que ce roman est parmi les plus connus de la littérature tunisienne. Alors les chercheurs, je citerai Jean Frotel, Hedia Hadar, Alia Bakar, Ali Abbesi, Tahar Bekri ou encore Abdel Kader Amri, ils font référence. Récemment, l'historienne juive tunisienne Sophie Bessis a consacré un chapitre de ses valeureuses 5 Tunisiennes dans l'histoire, paru chez Elisa en 2017, à Élissa Didon. Et Sophie Bessis rajoute le nom latin donné par Virgile. Notre contribution consistera ici en une proposition de relecture de ce repère essentiel de la culture littéraire du XXe siècle tunisien, relecture dont le fil conducteur sera tissé par l'évaluation des modes d'affirmation d'une posture de conductrice, d'une posture de leadership, dirait-on aujourd'hui, mais d'un leadership tourmenté, inquiet. Nous examinerons ainsi comment l'auteur, tout en s'appuyant sur l'intentionnalité historique à laquelle on ramène généralement la geste d'Élissa, la transgresse en réinjectant dans la personnalité de la narratrice épistolière, puisque le roman est une longue lettre, des morceaux de lettres, c'est une longue lettre d'adieu que Élissa adresse à son frère Pygmalion, en réinjectant donc dans la personnalité de la narratrice une forte dose de scepticisme quant à sa nature et à son destin. Scepticisme matérialisé par la régulière mise à l'épreuve de son ethos, comme on dit en rhétorique, de son ethos de fondatrice d'empire, d'une part, et par un questionnement quant à sa nature, entre guillemets, féminine, d'autre part. Il nous semble en particulier que cet infléchissement fictionnel du mythe, produisant une héroïne équivoquée, comme on parle d'une rime équivoquée, sera plus intelligible si nous l'apprécions à l'aune de la poétique d'un écrivain qui, 1 an auparavant, toujours Fawzi Malek donc, publie, toujours aux éditions du Seuil, un polar tunisien intitulé Le Conclave des pleureuses, où il met en œuvre une historicisation de la violence différentielle, historicisation préalable chez Malek, et 7 ans avant le roman de Mostrafine, La rage aux tripes, paru chez Gallimard en 1995, à une interprétation radicale. Donc dans ce roman, Le Conclave des pleureuses, Fawzi Malek fait une interprétation radicale de la violence masculine dans les sociétés arabes. Alors le premier volet de cette étude exposera ainsi les termes de cette historicisation, à la lumière de laquelle nous tenterons de cerner le portrait à plusieurs égards subversif, comme vous le verrez, que brosse Fawzi Malek d'une étrange Élissa, d'une Élissa qui nous fait penser, parce qu'elle révèle de ses souvenirs d'enfance, par les pensées verbalisées qu'elle commet comme des aveux à cette sentence provocatrice de Monique Wittig, auteur de La pensée straight, qui est pour moi un essai fondamental avec Le rire de la méduse. Et cette sentence, c'est « un homme sur 2 est une femme ». Et ce sera le deuxième temps de cette réflexion. Enfin, il faudra se demander dans quelle mesure Élissa incarne ou non un modèle d'empowerment, donc capacitation, comme on dit, de prise de pouvoir queer, et selon quelle proportion ce roman peut davantage se lire comme le récit de la conquête du désir féminin et de son dépaysement culturel et déterritorialisation de genre, davantage donc comme le récit du conflit de ce désir avec l'autorité de la norme que comme une simple épopée historique. Romancée. Alors, premier volet, historiciser. Historiciser, c'est un mot un peu barbare, mais enfin, ça veut simplement dire inscrire dans un processus historique, qui est un processus, on va dire, daté, donc avec des datations diachroniques. Historiciser la violence différentielle de la rédemption féminine du masculin dans le conclave des pleureuses, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça une rédemption féminine du masculin, 1987, à la rédemption masculine du féminin dans Élissa, la reine vagabonde.
Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, dans le cadre étroit d'un échange de colloques, de développer, comme on l'aurait souhaité, la question du traitement de la figure d'Élissa dans la littérature tunisienne. Donc je passe. Mais, disons, rappelons juste très vite deux choses importantes. C'est une figure qui remonte au 9e, donc comme vous le savez, 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Élissa est d'ordinaire présentée en référence à 3 faits géopolitiques. Tous les 3 de nature géopolitique. Premier fait, c'est la fuite hors de Tyr, bien sûr, la fuite hors de Phénicie. Deuxième fait, la fondation de Carthage. Et troisième fait, le déploiement d'une stratégie d'accroissement de l'espace vital. La fameuse Byrsa, ou d'ailleurs c'est marrant parce que quand on va voir ce que c'est que Byrsa, vous trouvez aussi des références à Bolza, dont on pourrait gloser à l'envi les possibilités d'extension sémantique. Je reste correcte. À ces actes décisionnels géopolitiques et stratégiques, tactiques, les historiens n'associent généralement pas de considérations personnelles ou subjectives, parce que Élissa donc demeure une figure qui confine à la légende, figure de pionnière sur laquelle la postérité a volontiers greffé un ethos de femme puissante, d'autant plus mise en avant en Tunisie qu'il cadre parfaitement avec la représentation moderne de la femme tunisienne, notre fierté, et en l'occurrence simultanément l'épine dans le pied des nations arabes qui n'ont pas encore fait leur révolution féministe. Cependant, nous prendrons soin ici de souligner, d'attirer l'attention sur la relative uniformité de cette représentation. Alors là, je suis prête à discuter avec vous. Si vous connaissez un autre type de représentation romancée, moi j'apprends. Hein, donc n'hésitez pas ensuite à me contredire ou à me dire « Ah, attention, lui, il y a dans tel livre telle représentation qui est décalée, décentrée par rapport à la représentation trop uniforme de la reine phénicienne dans les épopées nationales et dans les textes littéraires qui la perpétuent. De souligner ce fait, eu égard notamment au traitement hétérodoxe qu'en fait Fawzi Maleh en 88. Là encore, nous ferons l'économie de l'état des lieux de la critique relative à cette œuvre en nous contentant de rappeler l'homogénéité des lectures déployées et qui, à l'unisson, s'accordent à faire valoir une figure féminine triomphant des obstacles et filant droit vers son destin, vers sa devenance, dirait Sixou. Aussi est-ce dans ce contexte précis que nous lirons personnellement la fictionnalisation de l'histoire pratiquée par Maleh dans Élissa, la reine vagabonde, comme une riposte à l'autoritarisme, pour ne pas dire au totalitarisme de la version historique et à la raideur de ce que Lyotard appelle les grands récits. Cette riposte modélise un décalage vis-à-vis des versions officielles, résidant d'abord dans le choix même de la mouture narrative, qui fait qu'on a un récit à la première personne, et non plus, d'ailleurs, une mouture qui convient bien mieux à la problématisation opacifiante de la figure d'Élissa qu'une reconduction du modèle à la troisième personne. Si bien qu'on pourrait avancer que par-delà la question de la fiabilité historique de la variante fictionnelle, le principe qui régit la démarche de Fawzi Maleh semble identique à celui revendiqué par Emmanuel Lévinas dans l'au-delà du verset. Lévinas, selon lequel, dont j'ai parlé dans le séminaire doctoral sur la théorie de la lecture, selon lequel la totalité, je le cite, la totalité du vrai est faite de l'apport des personnes multiples, l'unicité de chaque écoute portant le secret du texte, la voie de la révélation précisément en tant qu'infléchie par l'oreille de chacun étant nécessaire pour toute la vérité. Fin de citation. Dès lors, la proposition fictionnalisante de l'histoire élaborée par Malher apparaît comme appuyée par ce souci d'une totalité narrative cristallisée autour d'une figure valeureuse de Rajela. Figure de femme au genre fluide, comme nous le verrons bientôt. Alors, Rajela, je renvoie, c'est une expression de Fawzi Maleh qui m'a donné, pour le numéro que j'ai coordonné en 2015 pour Expression maghrébine, un texte magnifique sur sa mère qui s'intitule Rajela, que je vous invite à lire. Car assurément, Fawzi Maleh altère la légende de l'impavie d'Élissa en troublant sa plate normativité, qui l'a réduit à naître dans l'imaginaire collectif tunisien que la figuration presque incorporelle d'un élan analogique à celui d'un conquistador féminin ou de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Or, il nous semble que cette défiguration du canon épique à laquelle l'écriture travaille et que je vous invite à penser avec moi et à partager avec moi est à réinscrire dans la cohérence d'ensemble d'une poétique
dont la prémisse est un roman paru un an avant, donc Le Conclave des Pleureuses, où l'écrivain met à nu et dénonce la violence différentielle qui sous-tend la relation homme-femme dans la société tunisienne et plus généralement arabe. Donc, 5 minutes pour parler du Conclave des Pleureuses, avant de passer au deuxième volet. Le Conclave des Pleureuses retrace les longues et patientes investigations sociologiques et introspectives d'un journaliste qui enquête sur un violeur qui terrorise les femmes dans la Médina de Tunis. Il conclut de cette intense immersion dans le monde des marabouts, vécue comme une épreuve initiatique, que la pulsion de violence qui dévaste l'âme de certains hommes trouve sa source dans l'avènement tragique d'un seuil franchi, un seuil qui est aussi un deuil en soi, leur expulsion du monde des femmes à la sortie de l'enfance et consécutivement dans la sommation, l'injonction traumatique que Sixou désignerait comme un génocide, GY, qui leur est faite de refouler leur part féminine lors de l'apprentissage socio-institutionnel de la virilité. Mais tandis que le Conclave des Pleureuses œuvre à mettre en place les moyens psychanalytiques d'une rédemption féminine du masculin, Elissa, la reine vagabonde, intervertit égalitairement, j'ajouterai, les termes du processus en retraçant l'épreuve d'un infléchissement masculin de la figure de proue féminine, par la projection d'un contre-portrait où chaque décision, chaque choix opéré par Elissa se trouve indexé à sa personnalité, non de femme, mais d'homme au féminin, puisqu'elle proclame elle-même dans le roman qu'elle est, et on y reviendra, une homme. Alors, juste, j'ai mis un extrait quand même du Conclave, parce qu'il me semble que c'est assez intéressant de lire cet extrait en regard de Elissa. « Tu es un homme à présent, va-t'en avec les hommes. Depuis la sentence fatidique, j'ai marché souvent à côté des hommes, rarement avec eux, car marcher ensemble aurait supposé au moins un geste et un regard commun. Mais face à la brutale expulsion, qu'aurions-nous eu à partager, hormis la solitude scellée par la rebuffade féminine et notre désir inavouable de nous approprier la féminité. Tous ceux parmi nous à qui on a dit un jour « Tu es un homme maintenant, va avec les hommes » ont été des violeurs d'occasion. Tous ont eu le même désir violent de se venger, de régler son compte à la sentence fatidique. Tous ont rêvé de viol et de revanche. Et alors c'est très intéressant parce que Fawzi Maleh ramène même l'égalitarisme bourguibien à cela. C'est-à-dire que c'est la demande d'égalité des hommes-femmes faite par les hommes est une sorte de riposte ou de réponse à cette expulsion comme une compensation. Alors en psychanalyse c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai appelé ça rédemption. Mais enfin c'est comme une sorte de thérapie post-traumatique. Il le dit, hein, donc qu'est-ce qui pousse nos chefs à ordonner l'égalité des sexes? Pour que nous soyons enfin les égaux de nos femmes, pour qu'elles ne nous condamnent plus à l'errance et au jeu futile des vérilités, pour qu'elles partagent enfin leurs paroles avec nous. Mais d'où puisons-nous enfin nos mâles et arrogantes inquiétudes de notre incapacité de ressembler aux femmes? Alors, deuxième volet, un homme sur deux est une femme. Lire Fawzi Maleh à la lumière de Monique Wittig. Alors, la destruction du genre instruite par une fiction qui refuse de se laisser méduser par l'histoire, pour reprendre les termes de Derek Walcott, le prix Nobel caribéen, hein, qui préconise de se méfier de l'histoire, je le cite, cette méduse du Nouveau Monde, par l'histoire comme canon, comme mainstream, comme courant banal, opère à la fois dans le sens d'un remaniement du grand récit et d'une opacification de l'assignation genrée. Il ne s'agit pas pour nous, évidemment, de réduire la figure d'Elissa à n'être qu'une femme ou n'être qu'un homme, et par conséquent d'en diluer le potentiel symbolique et romanesque, mais de montrer comment Fawzi Maleh se saisit de cette figure pour éprouver, en l'ébranlant et en désamorçant l'agressivité, la représentation hyper normée du genre dans la culture méditerranéenne et plus particulièrement arabo-musulmane. Si d'une œuvre à l'autre, l'auteur sonde l'épaisseur des êtres et brouille l'identifiabilité des marqueurs de genre et même de race ou d'ethnie, en dénonçant le despotisme inhérent à ce que la psychanalyste Raja Ben Slema nomme Bunyan el-Fuhula, l'édifice du virilisme, il semble que cette démarche peut être mise en résonance avec la réflexion entretenue, certes dans un autre contexte, par Monique Wittig
dans la pensée straight, dans la mesure où Fawzi Maleh s'attache à fustiger les formes d'assujettissement qui contraignent l'être naturel ou social dans des rôles qui lui font violence et aliènent totalité ou partie de lui-même en une répression qui dénie à l'individu la possibilité de s'enquérir de son propre désir. Particulièrement dans Élissa, la reine vagabonde, Fawzi Maleh pourfend ce que Catherine Ecarnot désigne comme, je la cite, la violence de la sexuation du monde et du langage. Fin de citation. Suggérant notamment ce que l'implantation de cette violence psychosociale doit à l'éducation, à la distribution, représentation commune de la distribution des rôles et aux clichés linguistiques et énonciatifs, dans la droite ligne de la dénonciation par la féministe française, donc Monique Wittig, de l'oppression matérielle des individus par les discours. Régulièrement dans le roman, le personnage d'Élissa verbalise les malaises d'assignation, met à nu les dispositifs langagiers de la catégorisation. Alors là, on va entrer dans des citations qui sont très éloquentes, à mon sens. Homme providentiel, femme fatale, curieuse manie de qualifier ainsi les êtres selon leur sexe. Laissons, murmure Élissa, évoquant les stratégies de contournement mises en œuvre pour se soustraire aux menaces d'aliénation, puisque tout au long des 190 pages du roman, elle déploie une semblable énergie pour finaliser sa fuite hors de tir et pour résister au miroir aux alouettes du stéréotype historiographique. Car Élissa, que le conclave des pleureuses présente déjà comme cette Tyrienne ayant perdu sa virginité, ne veut pas ressembler à une femme conquérante. Je cite le roman. « Je n'ai pas cependant le goût du futur, c'est le vice des conquérants, et je n'ai pas l'envie des conquêtes. » C'est assez intéressant de voir que c'est la conquérante qui dit ça. Aussi, même si l'endurance et la motivation sont des qualités mises en avant par le récit, elles ne le sont pas de manière surmarquée, comme si Élissa en était dépositaire naturellement, à l'instar d'un homme, dans l'imaginaire collectif, et que le double enjeu de la lettre d'adieu qu'écrit l'héroïne à son frère Pygmalion était d'une part le saisissement, pour ne pas dire le ravissement, de sa révélation en elle-même en tant comme une femme sortie de la côte de l'homme et que les écritures juives appellent une homme, une femme que même le Dieu de nos cousins n'a pas daigné nommer. Et il y a une note dans le texte qui dit que une homme, Aïcha au féminin, c'est le féminin de Aïcha en hébreu qui signifie l'homme en hébreu. Donc, d'une part, Aïcha, voilà. Ah ouais, vous allez vous amuser après. Attendez, ça arrive. Alors, le saisissement, pour ne pas dire le ravissement de sa révélation à elle-même en tant qu'homme, je disais, et d'autre part, la reconnaissance de l'émoi causé par le souvenir de Pygmalion, ce frère féminin, je cite le titre de Marina Tsvetaeva, ce frère féminin contrarié, incestueux, qui se venge de la séparation d'avec sa sœur aimée à l'âge adulte en tuant l'époux. Tout comme dans le conclave des pleureuses, le violeur sévira dans la ville pour se venger d'avoir été chassé du monde des femmes. Quelque part, on peut se demander si Élissa ne rejoue pas le scénario du conclave à travers le personnage de Pygmalion. On comprendra mieux à la lumière de ces précisions que l'aphorisme de Monique Wittig placé en titre de ce deuxième volet, « Un homme sur deux est une femme », définit autant Élissa, « Un homme sur deux est une femme », que Pygmalion. Élissa, qui dans le roman adopte consciemment et délibérément des attitudes habituellement rapportées aux hommes et clairement subversives. À 2 reprises, ses cheveux sont coupés. Comme pour je cite le roman, « Comme pour réaffirmer mon autorité, je demandais que l'on me coupât de nouveau les cheveux. » Et lorsque son équipage de 100 hommes, prêtres et ministres, se dispute les 27 vierges embarquées à Chypre afin de satisfaire les pulsions de cette horde, je cite le texte, qui n'est pas encore devenue communauté, elle commente la scène en ces termes. 27 femelles pour une centaine de mâles impatients, faites le compte, une femme pour 3 hommes. Quelle mathématique frivole nous autoriserait à instituer la polyandrie? Fin de citation. Un peu plus loin, Élissa ne réprime pas son mépris à l'encontre des minauderies orientalisées des femmes. Ces vierges m'enseignaient l'envers de ce que je voulais savoir, ni encore moins son rejet de la maternité. L'état des 2, je cite le texte, cypriotes enceintes, lui paraît même une trahison.
Et elle clame tout haut dans le dernier chapitre « Je ne suis pas femme à me laisser emporter par un quelconque appel de la nature ». Mais le moment le plus fort du roman, là où les choses deviennent plus intelligibles, pour le lecteur dérouté, ce lecteur dont l'horizon d'attente est dominé par le stéréotype ingénu de l'impétueuse fondatrice de Carthage, sans corps, et celui où elle évoque son frère Pygmalion, dont elle divulgue, via la remémoration des jeux interdits de l'enfant satyre, la singulière fluidité de son identité de genre. Te souviens-tu de nos jeux d'enfants, ces joyeuses scènes de maquillage et de travestissement pendant lesquelles tu te faisais jeune fille, ou femme fatale, ou prêtresse, ou pleureuse, ou maîtresse impatiente? Tu jouais si bien ces rôles féminins qu'aucune femme n'aurait pu tenir. Mais venait un moment où tu ne jouais plus. Tu n'étais plus travestie. Tu étais la femme que tu imaginais. Tu réussissais à en acquérir. Le regard, le geste et même la pose. Pour te faire plaisir, je me déguisais alors en homme. Pour toi, je devenais l'époux, l'amant ou l'inconnu. Jamais le frère. Je le réalise maintenant. À quoi bon nous travestir et nous cacher si ce n'est que pour jouer nos propres rôles en les inversant? Nous voulions de l'équivoque, de l'ambigu, de l'interdit. Étais-tu un garçon efféminé ou une fille aux allures garçonnières? Personne ne le savait vraiment. J'aimais en toi ce double langage du corps. Il m'envoûtait et me faisait entrevoir le vertige des deux sexes. Et déjà, l'amour interdit ou la fuite. Aussi, pourra-t-on sans doute ici, et c'est la transition avec le dernier volet, à la faveur de ces considérations, avancer l'hypothèse selon laquelle l'endossement par Élissa d'une identité masculinisée fonctionne comme une réparation compensatoire de la souffrance féminine de Pygmalion et un contournement stratégique ou sublimation de l'inceste. La fin du roman tend d'ailleurs à confirmer cette idée. Et ces rêves qui m'enjoignaient de te quitter, et nos jeux d'enfants, et nos équivoques d'adolescents. Et ce goût de l'interdit qui me jetait sans cesse sur toi, toi que je fuis aujourd'hui. Comment encore ne pas se remémorer ici la phrase provocatrice dans le temps d'Hélène Sixou dans le rire de la méduse? Ce sont les hommes qui aiment jouer à la poupée, comme on le sait depuis Pygmalion. Leur vieux rêve, être Dieu la mère. Mais plus encore que l'hétéronormativité, c'est le tabou du désir féminin pesant sur les sociétés sémitiques qui portent l'héroïne de Fawzi Maleh à lever les voiles, c'est le cas de le dire, et partir pour un ailleurs, et paradoxalement armée de ministres et de prêtres. Et j'arrive au dernier volet de cette intervention, l'Élissa de Fawzi Maleh, un modèle d'empowerment queer. Point d'interrogation, surtout. Le titre latin du dernier chapitre d'Élissa, qui s'intitule Primum mobile, caractérise parfaitement le projet à la fois géostratégique et existentiel de l'œuvre. Désignant dans l'astronomie de Ptolémée puis d'Avicenne la sphère la plus extérieure, c'est-à-dire la plus centrifuge ou décentrée du modèle géocentrique, le premier mouvement renvoie au nomadisme et à cette poussée d'errance qui impulse la narratrice et la porte à imaginer la terre à venir, clamant explicitement son rêve d'une terre fragile et maternelle. Je cite le roman, « Pas une patrie. Et qui a inventé ce terme insensé qui évoque le père? C'était une matrie que je désirais. Je l'inventerai, s'il le fallait. » La résistance à la dévitalisation émotionnelle de sa part masculine est appuyée dans le récit par la remémoration cathartique des jeux d'enfants. Cela offusquerait Tyr et ses civilités. Cela ne m'offusquait pas lorsqu'adolescente et naturelle, je m'offrais sans grande pudeur ces jeux que je croyais sans conséquence. Le jour, dans les jardins du palais ou au bord de la mer, j'apprenais par cœur les allures et les gestes des hommes, leurs images et les odeurs de leur corps. Et la nuit, je me les récitais dans le secret du rêve. Mais, ajoute-t-elle, la Phénicie prohibait violemment l'expression des désirs féminins, donnant alors à imaginer le voyage d'Élissa et son errance comme une expérimentation nautique de ce vertige des deux sexes, valorisé au détriment d'une représentation fixiste des genres. L'assurance progressivement acquise par la reine avance dans le roman, non dans le sens d'une expansion de son autorité, ni de l'affermissement de sa lignée symbolique, mais dans celui du lent dévoilement d'une identité complexe qui éploie ses composantes paradoxales. Et la lettre qu'elle écrit
est à lire comme une quête de l'inconnu en elle, rappelant encore l'aveu de Sixou dans le rire de la méduse. Quand j'écris, c'est tous ceux que nous ne savons pas que nous pouvons être qui s'écrivent de moi, sans exclusion, sans prévision. Le périple initiatique est ainsi parsemé d'étapes qui sont autant de confrontations avec l'étrangeté, comme lorsqu'Élissa rencontre dans le roman une autre œuvre en miroir, le fameux bas-relief assyrien, qui s'intitule, dont le nom est « La mort en marcheur », rappelant le rite de passage dans les jeux interdits et dans l'épreuve de la mort au moment de la fondation de Carthage. Carthage qui désormais devient la métaphore d'Élissa. Et elle restera une femme incestueuse. Seuls ses frères, le marin et l'océan, sauront la prendre. Déclaration derrière laquelle se profile, à rebours là encore, de la doxa, une critique du repli et de l'endogamie tunisienne, et même peut-être la dénonciation d'une fausse hospitalité, dont on pourra discuter. Aux antipodes de l'Ulysse, décrié dans le rire de la méduse, cet Ulysse, rappelez-vous, dans lequel Sixou voit l'artiste de la fuite, alors, complètement déboulonné le mythe d'Ulysse, le gagnant, l'épargné, l'homme du retour, toujours revenant à lui-même, malgré les plus fantastiques détours, couronnement d'un ostos tellement semblable au fantasme juif. L'an prochain à Jérusalem. Élissa ne retourne pas à Tyr, contrairement à Ulysse. Elle quitte définitivement son Ithaque, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Elle part parce qu'elle se sait, je cite encore Sixou, capable de l'autre femme qu'elle sera. Son incapacitation, mot bizarre pour traduire empowerment, se réalise d'abord par l'émancipation à l'égard des enfermements sociaux et par le surplomb pris relativement aux stéréotypes genrés et épiques, ni femme naturelle, ni reine à la fondation arrogamment assurée. Son titre de reine errante, de reine vagabonde, je cite le texte, convient au récit de son tourment identitaire et sexuel, de son identité queer, qui, à l'instar de l'océan que les Phéniciens ont de tout temps habité, est bel et bien, je cite encore le roman, demeure flottante. Hors de question donc d'enfermer Élissa dans la légende d'une fondation. Je connais trop, je cite le roman, le paradoxe fondateur des cités pour m'y laisser enfermer et infirmer, confie celle qui rend hommage en termes faisant honneur à Hélène Sixou, aux femmes futures. D'autres femmes viendront qui, contre le prince et le royaume, élèveront leur propre impératif, leur véritable désir et l'urgence de proclamer une loi supérieure à celle des hommes. Par avance, j'en partage la tendresse, la volonté et le sacrifice. Par avance, je me range de leur côté, car elles oseront réaliser ce que je n'ai même pas dit dans un rêve. Ces femmes seront belles et elles seront puissantes, parce qu'elles sauront être subjectives. Elles sauront être pour elles-mêmes. Fin de citation. Et celles qui connaissent le rire de la méduse voient les séquences prises, il y a une superposition frappante. Pour conclure, s'il y a histoire, roman historique dans Élissa, la reine vagabonde, c'est surtout celle de la résistance du désir féminin, de son endurance différentielle par rapport au mur de l'hypernorme et des représentations de l'imaginaire collectif, qui, en croyant valoriser une figure de femme, en neutralise l'ambivalence et la force en l'enfermant dans une image préconçue et caricaturalement convenue. Fawzi Maleh la réincarne, la réinstalle dans sa chair de femme homée, H-O-2-N-E, accent aigu E, de Isha, et ce faisant, il désarçonne le lecteur. Car cette femme sortie de la côte de l'homme, et que les écritures juives appellent une homme, cette femme que même le Dieu de nos cousins n'a pas daigné nommer, je cite toujours le texte, c'est aussi, dans l'esprit de l'auteur, Carthage, sortie elle aussi par analogie d'une côte de Phénicie. Et en réécrivant le mythe à la faveur de ce désarçonnement qui brouille l'effigie d'Élissa et l'humanise, Fawzi Maleh écrit le droit d'une femme à être une homme, à la Géla, à tenir tête au pouvoir social et à ses tyrannies. Il va même au-delà, en suggérant à travers l'image de Carthage, femme incestueuse, la difficulté de la Tunisie à garder vraiment l'étranger en elle. Héritier de Sixou, et notamment du rire de la méduse, dont une séquence se reflète dans le texte tunisien, Maleh apparaît enfin comme l'écrivain francophone sans doute
le mieux à même de relater cette expérience d'étrangéification du genre. Nous soulignerons enfin qu'en nous invitant habilement à repenser, par le biais de la littérature, l'historicité ethno-culturelle de la société tunisienne, toujours l'étranger en nous, et à revisiter à la lumière de personnages différents la geste du masculin dans le conclave des pleureuses et le grand récit de la nation dans Elissa la reine vagabonde, Melleh, que tout le monde sait être un écrivain tunisien et qui est catalogué comme tel par toutes les anthologies de la littérature, est en cohérence avec sa double origine naturelle, comme quoi il n'y a pas de naturel. Syrien de père et de mère, et oui, il est tunisien uniquement par son grand-père maternel. Dans l'entre-deux entre Tyr et Tunis, et les deux Maliem auxquels il dédie le roman sont sa mère, Maliem, et sa fille, Maliem, toutes deux placées en vigie de l'œuvre comme l'incarnation de cette altérité fondamentale qu'il revendique à chaque fois. Et je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas, il y a une pause ou on discute. C'est comme vous voulez. Je ne sais pas ce qui est prévu. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des interventions, vous pouvez y aller. Hein. Il y a un micro baladeur à votre disposition. Donc, allez-y. Comme tu le sais, c'est-à-dire c'est une expression qu'il emploie après dans le collectif que j'avais coordonné sur féminin-masculin, justement. Mais dans le texte, c'est vrai, dans le roman, l'image de femme-homme, une homme, elle dit je suis une homme. Oui, elle précise. Mais enfin, je suis absolument d'accord avec toi, mais il a quand même voulu, c'est-à-dire l'intention, c'était de casser les frontières, de brouiller un peu les frontières, justement, entre les genres. Et ça, je pense qu'en 88, c'était quand même assez rare dans la littérature. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, quand on compare avec des auteurs très féministes comme Ali Bush, qui mettent comme dit Sixou, qui font passer du féminin dans l'écriture, son empreinte, elle s'est inscrite relativement tôt, de façon relativement précoce. Même si, et là encore on peut en discuter, chez des auteurs arabophones, comme Bachir Raïf, par exemple, ce féminin, il est passé dès les années 50-60. Donc, bon. Mais là, on devrait prendre un ensemble plus vaste, et c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Merci Sonia, en tout cas, pour ton intervention. Et merci aussi à Sonia pour le terme des attributs masculins. Oui, c'est des attributs. C'est quand même des attributs, absolument, oui, mais elle a raison. Hein. En essayant de déconstruire le genre, genrifie un petit peu la figure de Alice, en fait. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres interventions, des questions, les historiennes, les philosophes, les anthropologues, celles qui travaillent sur le genre Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'aurais souhaité poser une question. Oui, j'aurais aimé savoir comment Melleh, dans son roman, fait cette analogie entre Alissa et la Tunisie d'aujourd'hui.
est-ce que le repli identitaire de la milice, à travers son rejet par exemple du chef berbère, et donc son refus finalement de fusionner avec la société berbère, et donc quitte à se suicider, finalement, qui l'a amené à se suicider. Donc est-ce que ce repli-là est transposé sur la Tunisie d'aujourd'hui ou la Tunisie d'autrefois, quoi? Alors je répondrai en deux temps. Merci d'abord pour votre question. Bah oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors en deux temps. D'abord, premier temps, est-on sûr qu'elle refuse le chef berbère parce qu'elle est tellement endogamique et qu'elle a peur de se mélanger? Moi, je n'ai pas les moyens. Alors, je n'ai ni la culture historique suffisante pour vous répondre, et même au niveau de ma culture littéraire, j'ai tendance à penser, à la lumière de ce que j'ai présenté de mon interprétation, de ma lecture, que c'est plus en une forme de... Comment dire? C'est plus par une forme de rejet des hommes, plutôt, quels qu'ils soient. Voilà. Parce que par ce voyage, il lui permet de vivre ce vertige des deux sexes. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que moi j'en ai discuté avec Fawzi Malher parce que j'ai été scotchée par quand j'ai relu le roman, j'ai découvert une toute autre Elissa et je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça avant. Et quand j'en ai discuté avec l'auteur, il m'a dit pour moi, je pourrais employer un terme un peu galvaudé, mais pour moi elle est transsexuelle. C'est-à-dire, oui, non mais là c'est réel, ce que je vous dis, c'est vous pouvez lui demander. Non, mais bon, on peut en faire ce qu'on veut, on peut coller d'autres étiquettes, enlever une étiquette pour... Mais le refus du chef berbère, je ne suis pas sûre que ce soit... Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça peut être aussi ça. Parce qu'il y a toujours la peur, dans un pays archi-côtier, où il y a plein de côtes. Les côtes, bah oui. Alors, si vous prenez à chaque fois une côte pour créer de l'étranger, on va se retrouver sans côte. Alors, il faut jouer sur ça aussi, parce qu'il le fait. Et donc, la deuxième partie de la question, c'est, il me semble... Alors, et là encore, je me permets de témoigner de ce que l'auteur m'a confié par rapport à l'endogamie. Parce que qu'est-ce que c'est le cliché que nous partageons tous, Moi, je jette la pierre à personne, je suis la première à être plongée dedans jusqu'au cou. C'est le cliché de l'hospitalité tunisienne, de la diversité, de l'accueil de l'autre dans un pays archi ouvert aux flux migratoires. Oui, bien sûr, ok. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme diversité ici? Il est où l'étranger en nous? Montrez-le-moi. Alors, s'il y a étranger, alors évidemment, si vous êtes blonde aux yeux bleus, c'est parfait, parce que ça y est, vous êtes d'origine andalouse, ou d'origine berbère, ou d'origine turque, et c'est un étendard. Ce n'est pas ça, l'altérité, je suis désolée. Je veux dire, il y a une réflexion sur l'altérité. Alors, et c'est là où je cite le témoignage de l'auteur. Vous pouvez d'ailleurs parfaitement lui poser la question, parce que c'est quelqu'un de très ouvert à la discussion. Et Fawzi Malher m'a raconté que quand son père est mort en Syrie, et que son grand-père maternel étant tunisien, ils sont venus en Tunisie. Et il m'a dit que sa mère avait été très mal accueillie, et qu'elle n'avait pas été acceptée par la famille, qu'elle avait eu énormément de mal. Donc je veux dire que quand on est... la littérature, elle nous apprend à faire la part des choses, à discerner. Et peut-être que ce roman, il témoigne de ça. Est-ce que l'étranger en nous, est-ce que nous l'acceptons vraiment? L'étranger, sous toutes ses formes, y compris la part masculine chez les hommes, chez les femmes, et la part féminine chez les hommes. Qui l'a problématisé au seuil un an avant dans le conclave des pleureuses? Il faut lire le conclave des pleureuses, c'est très fort. Donc cette question-là, elle est présente. On ne peut pas l'éluder. Il nous fait, et je pense que ce roman, il est très en prise avec notre réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons nous aujourd'hui dans nos programmes éducationnels pour promouvoir cette altérité, pour la pointer, pour la déconstruire, c'est-à-dire renouveler, faire circuler de l'énergie dans les relectures que nous produisons? Pas grand-chose. Puisque les corpus, qui s'accapare notre altérité? Les autres. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais pas, je me pose la question. Moi, la littérature, elle me fait réfléchir. Elle me fait réfléchir sur ma propre conduite, c'est-à-dire elle me ramène à une épistémologie de ma propre pratique de chercheur. On ne peut pas rester... moi, c'est un roman qui me laisse pas du tout de marbre, je veux dire, qui me dit « repense ta propre culture.
peut-être il y a quelque chose que nous avons manqué dans notre rapport à l'autre, chez nous, malgré l'attestation de l'histoire, malgré les textes historiques, bien sûr. Moi, je suis tout à fait respectueuse et sensible aux travaux des historiens, c'est très important ce qu'ils font. Mais je veux dire, entre pointer les traces byzantines, vandales, puniques, dire elles sont là et les répertorier comme des archives, au sens de Foucault. Foucault dit l'archive, c'est ce qu'on a choisi de ne pas oublier. Et ensuite voir où est-ce qu'il y a une énergie, quelque chose de vivant, qui perdure, qui peut être amené à être réanimé par nous. Il y a beaucoup, il y a du chemin. Est-ce qu'aujourd'hui dans la politique qui est la nôtre, je ne parle pas de politique au sens large, mais je parle de politique dans nos travaux, dans notre démarche, dans le point de vue que nous empruntons pour travailler. Est-ce que cette question de l'étranger, elle est traitée de façon vraiment courageuse? Hein? Je ne sais pas. Essayez d'évoquer de l'étrangeté chez nous et vous allez être accusé de tous les maux. Hein? Oui ou non? Il me semble. Donc moi je suis prête. J'aimerais bien qu'on me prouve le contraire. Ça irait dans le sens de mes souhaits les plus profonds. Vous voyez, hélas. Bon. Je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Allez-y, hein. Sur Elissa, sur le traitement qu'en fait Mahler par rapport, par exemple, moi j'ai mis ça un peu en regard avec Cixous, parce que moi Cixous chez moi elle est fondamentale. Et puis il y a une phrase qui est prise presque texto de Cixous. Et bon, l'auteur il n'est pas contre, hein. Certainement, bon, il a lu. Et je veux dire que c'est quand même intéressant de voir que l'auteur qui répercute de l'Hélène Cixous en Tunisie, c'est Fawzi Mahler en 88, bon, ça date. Hein. Et on retrouve ça dans Yahil Selem. Yahil Selem, c'est un roman de Mahler qui est paru en 2017. Et on retrouve ça. Il y a une phrase dans Yahil Selem où il y a exactement ce refus de l'assignation du genre. C'est une constante dans sa poétique. Donc c'est assez intéressant. Bon, voilà. Mais chez Cixous, on retrouve le contraire. Plutôt, bien sûr. Elle féminise, comme Homer est morte. Oui. Elle a parlé de sa mère. Oui. Cixous, alors, elle féminise l'homme, oui. La légende de l'homme, oui. de Homer, et lui, il fait le contraire. Alors, elle féminise à partir des années 2000. Mais en 70, dans les années 70, son souci, c'est d'abord de déconstruire les mythes. Parce que Cixous, qu'est-ce qu'elle fait dans le rire de la Méduse? Elle dit Ulysse, il va se rhabiller. Ah oui, c'est l'épargner. L'épargner. Et c'est très intéressant parce qu'elle construit presque une théorie économique à partir de ça. Elle dit les hommes c'est l'épargne. Bon, on peut ne pas être d'accord, bien sûr, il y a plein de gens qui n'ont pas été d'accord. Mais elle dit les hommes c'est l'épargne. C'est l'économie de l'épargne. Et elle dit la femme c'est prodigue, elle est prodigue. Au contraire, c'est l'économie du don. On va retrouver ça 40 ans après chez les féministes du care, l'éthique du care, c'est-à-dire le soin. Carol Gilligan ah ben oui, Carol Gilligan aux États-Unis, elle dit mais pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui sont préposées aux soins? Les infirmières, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, etc. Mais Hélène Cixous, elle casse les mythes, elle dit Thésée, oui, ça va Thésée, hein, s'il n'y avait pas eu Ariane. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle révèle de façon un peu agressive, en 72, l'interface féminine des grands mythes masculins. Mais, et puis, elle dit, elle fait la différence entre... elle n'assigne pas. Elle dit, jeûner, c'est une écriture femme, parce que jeûner, il fait circuler, il fait couler de la femme dans l'écriture. Hein, bon, c'est très intéressant. Elle est jamais... Moi, j'adore Cixous. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle va devant la déconstruction. Et c'est évidemment Derrida, hein. Cixous Derrida, c'est le binôme fondamental. Et c'est pas un hasard qu'ils sont algériens d'origine, tous les deux. On sait que on sait très bien que le postcolonialisme, il y a un article magnifique de Robert Young sur ça, Subjectivité et Histoire, il est né en dehors. La déconstruction, c'est pas seulement un reste de culture judaïque chez Derrida, parce qu'il faut tout relire, mais c'est également la nécessité de mettre à distance toutes les lectures et les interprétations occidentales.
qui sont fondamentaux. Donc qu'est-ce qu'elle fait du début à la fin du rire de la Méduse? Elle tourne tout à l'envers. Et elle dit, mais Freud, c'est quoi cette histoire? Elle dit, les hommes ne rêvent que de s'empéner. Bah parce que ça suffit ces histoires de pénis qui manquent. Donc, elle met dos à dos Ulysse, les mythes, et les grands psychanalystes. Et c'est pour ça qu'en même temps, elle est en phase avec les féministes américaines et avec le mouvement noir américain. Elle dit, nous sommes noirs. Les femmes, chez Freud, il appelait les femmes le continent noir. Bon, ok, on est noirs, nous sommes noirs et nous sommes belles. Allez, voilà, ok, on est noirs et ça suffit. Moi, le rire de la Méduse, je trouve que c'est vraiment, dans le XXe siècle, qui repense les assignations de toutes sortes, y compris raciales, ethniques. Le rire de la Méduse, c'est quand même une borne. Même si on n'est pas d'accord, c'est normal, tout est à discuter. Hein. Et ça a été discuté. Il y a plein de féministes en France qui ne sont pas d'accord avec Hélène Cixous. Oui? Il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui voulait poser une question. Non? Bon. Oui? Vous pouvez en fait mettre en œuvre l'enseignement secondaire. J'allais vous poser la question sur les possibilités, je dirais, d'appliquer la théorie de Jacques Derrida. Oui. J'allais vous poser la question sur, oui. Enfin, dans quelle mesure peut-on appliquer la théorie de Jacques Derrida, le déconstructivisme notamment, pour faire une lecture de l'œuvre de Fauzi Malher. Vous avez déjà parlé de cela, mais finalement, est-ce que finalement ça pourrait donner une autre lecture bien sûr différente de ce que vous avez exposé dans votre communication? Bien sûr, mais ce que vous dites est très important, surtout pour les jeunes chercheurs qui sont là. D'abord, je vais vous répondre, comme pour madame, en 2 temps. Premier temps, il y aurait un travail fantastique à faire sur la déconstruction des romanciers chez les romanciers tunisiens, et en particulier Fawzi Malher. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Elissa, la reine vagabonde, de Fawzi Malher, il est parti de cette idée. Il a lu Virgile à 18 ans. Et Fawzi Malher, il dit la chose suivante. Je ne peux pas accepter, et ça c'est de la déconstruction, que Elissa soit uniquement le repos du guerrier, un repos du guerrier pour aimer. C'est-à-dire, et ça c'est dans la droite ligne de Cixous, parce que fait Hélène Cixous? Hélène Cixous, elle reprend les grands récits, ce que Lyotard appelle les grands récits, c'est-à-dire l'orthodoxie, c'est-à-dire l'héritage philosophique et anthropologique sur lequel nous fonctionnons nous-mêmes dans notre enseignement. Moi, je parle en tant que prof. Or, cet héritage, qu'est-ce qu'il donne? Il donne de Elissa, de Didon, l'image d'une femme qui était là, postée, comme une vigie, en train d'attendre que le bon vieux aîné, et ça c'est, arrive, fatigué, ah, enfin une jolie fille, et voilà. Et puis après, il y a des choses trop sérieuses à faire pour non, mais voilà. Donc, et Fawzi Malher, quand j'ai posé la question, je ne pouvais pas c'est quelque chose qui m'offusquait. C'est pas possible, elle ne peut pas être, ça ne peut pas être ça. Or, quand même, si on voit tous les relais rencontrés, les personnages entre guillemets secondaires, quand même, dans l'histoire du conquistador, qui va sur sa route, qui rencontre Circé, qui rencontre des magiciennes, qui fait des petites escales un peu Club Med, hein, avant d'arriver à Rome, c'est quand même intéressant de voir ça. Il dit, moi j'ai écrit contre ça. Donc qu'est-ce que c'est que la déconstruction? La déconstruction, c'est un terme qui est quand même à prendre avec des pincettes, mais moi je vous réponds franchement. Hein. Pour moi, la déconstruction, elle est liée, à la culture talmudique et à la culture judaïque. Ça, j'en ai parlé à mes étudiants d'école doctorale, qu'on le veuille ou non. Lire pour l'herméneutique hébraïque, c'est déconstruire. Un texte qui est un magma illisible, eh ben, il faut le déconfigurer, faire de l'espace entre les lettres pour avoir des mots, faire de l'espace entre les mots pour avoir des phrases, faire de l'espace entre les phrases pour avoir des paragraphes. La déconstruction, c'est une technique de lecture de l'herméneutique hébraïque, c'est-à-dire elle date à peu près de l'époque d'Élissa. Bah oui,
Et ça, c'est un héritage culturel, évidemment, à portée originellement religieuse, mais c'est un héritage culturel, c'est-à-dire c'est une méthode de lecture. Or, Derrida, dans le monolinguisme de l'autre, il a beau dire qu'il est détaché, qu'il n'a pas reçu l'héritage judéo-arabe comme il l'aurait souhaité, qu'il ne parle ni le judéo-arabe de ses ancêtres, ni l'arabe de ses voisins. Il parle une langue, je n'ai qu'une langue, elle ne m'appartient, et ce n'est pas la mienne. Mais il a gardé cette espèce de, je dirais, de réflexe de déconstruction. Et le deuxième sens, c'est la déconstruction, c'est une remise en question épistémologique du savoir occidental. Mais elle n'est pas propre à Derrida. Vous la retrouvez, alors je vous renvoie à l'article fondamental sur Kern Info, c'est un chapitre de son livre, de Robert Young, qui s'appelle Subjectivité et histoire dans Derrida, chez Derrida, où il parle d'Althusser, de Lyotard, de Derrida, et il montre comment tous ceux qui ont fait le post-structuralisme sont tous passés par l'Algérie ou par la Tunisie. D'où le décentrement, c'est-à-dire il y a quelque chose dans leur angle de vision qui a été diffracté, et donc ils ne pouvaient pas recevoir ce qu'on appelle la French Theory, c'est ça. Hein. Bon, Foucault, c'est pareil, je veux dire, Foucault, il est aussi dans une forme de déconstruction. Quand il fait l'archéologie, bah oui, quand il fait tout le répertoriage des formes de répression de la folie en Occident, il fait pareil que Derrida, mais à un autre niveau. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pardon, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est qu'il faut revenir à l'histoire. Et nous, les quelques informations historiques que nous avons, c'est tout simplement des versions latines de Virgile, je ne sais pas, les deux autres chroniqueurs de l'époque. Et à l'époque, il y avait les guerres puniques. Oui. Et donc, ce qui était important, c'était bien sûr le triomphe des Romains. Et donc, c'était finalement le rôle d'Idan en tant que femme, femme importante de l'époque, a été dévalorisé au profit de l'impérialisme romain. C'est ça, oui. Ah, oui. Il faut recontextualiser. Tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Voilà, donc, évidemment, tout se fait du point de vue de romain. Voilà, oui. Exactement. Mais justement, alors c'est là où c'est intéressant de voir. Alors, moi, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous être provocateur, mais moi, je suis très disciple d'Édouard Glissant. Hein. Et Glissant, il dit, il ne faut pas laisser l'histoire aux historiens. Que mes amies historiennes me pardonnent, présentes dans la salle, que je respecte. Donc, je respecte infiniment le travail, mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'il faut faire des recoupements avec la littérature. Nous, on est prof de littérature. Donc, il faut qu'on fasse des recoupements. Et on ne peut pas faire les recoupements sans relire. Et puis, il faut lire toutes les histoires. Il ne faut pas lire... quand vous lisez, par exemple, Paul Veyne, ou par exemple, comment il s'appelle, Monceau, c'est incroyable comment il romance presque, ce sont des historiens, hein. Paul Monceau, de l'école de Rome, quand il décrit ce sont des Africains qui ont parlé latin par accident. Comment ils romancent l'histoire des latins africains. Ça en dit beaucoup. Notre sensibilité, par exemple, aux mots, elle nous permet de voir que c'est biaisé. Mais c'est à nous de refaire le travail, c'est à nous de se remettre au chantier, sur le chantier, et de dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu comme bouquins qui ont parlé de ça? Voilà. Alors, désolé de jouer le fait. Ah non, pas du tout. On a largement dépassé les temps. On peut passer à la suite, peut-être? Merci. C'était génial. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors,